Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Graines de Champion. C'est une émission qui met en lumière les pépites sportives et le monde du sport en général. L'événement du moment, c'est l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football en Côte d'Ivoire en cette année 2020. Pour ce faire, j'ai invité Bakary, un Ivoirien connaisseur de ce sujet, pour nous faire un petit état des lieux de la pratique du football en Côte d'Ivoire. Bakary, bonjour. Bonjour Marie. Dites-nous, est-ce que la Côte d'Ivoire possède des infrastructures adéquates à la pratique du football dans de bonnes conditions? Oui, la Côte d'Ivoire demeure un pays qui a la réputation d'être un pays de football. Cela est connu et cela est su de tout le monde. Donc évidemment, cela va avec des infrastructures. Mais disons que les infrastructures ne sont pas à la hauteur de la réputation de la Côte d'Ivoire. Mais nous reconnaissons que nous avons des stades, des grands stades à Abidjan, à Bouaké. Donc c'est essentiellement ça. Et il y a un nouveau stade qui est aussi en construction à Ebempe. Donc disons globalement, il y a des structures de niveau international. Voilà. Mais après cela, nous avons des structures de dimension nationale au niveau des capitales régionales. Et bon, après, on a quand même des structures aussi au niveau communal. Mais vu le niveau, vu la réputation, vu la place que la Côte d'Ivoire occupe aujourd'hui sur la scène internationale, il était souhaitable, il est envisageable que nous ayons des structures mieux à la hauteur. Mais disons, il y a des structures, on a pratiquement 3 grands stades, et puis bon, de renommée internationale, mais bon, les autres, on fait avec. Ils sont plus adaptés pour un niveau de championnat, mais pas pour des compétitions internationales. D'accord. Combien de divisions composent le championnat ivoirien? Le championnat ivoirien, nous avons essentiellement trois niveaux. Ces niveaux sont aussi appelés divisions. Si vous voulez, nous avons la première division qu'on appelle la Ligue 1, nous avons la deuxième division et nous avons la troisième division. Donc voici la structuration du football en Côte d'Ivoire, essentiellement autour de 3 divisions. Combien de clubs officiels y a-t-il dans le pays? Officiellement, si nous faisons référence à la FIFA, en fait, quand nous faisons référence au site de la FIFA, nous avons 16 clubs au niveau de la Ligue 1, 24 au niveau de la Division 2 et 36 au niveau de la Division 3. Et quels sont les plus réputés? Je pense qu'il y a la SEC, Mimosa. Ah oui, cela est connu, voilà, la SEC, en fait, les grands rivaux, on ne va pas dire la SEC du coup, on va dire la SEC et l'Africa. Donc, nous avons, je ne sais pas, selon les tendances, selon que vous soyez de l'Africa ou de la SEC, voilà, on va dire il y a la SEC ou il y a l'Africa. Donc, ça, c'est les 2 grands clubs qui sont connus sur tout le continent, on va dire ainsi. Après, nous avons le Stade d'Abidjan, qui est un vieux club, qui est un ancien club, mais qui quand même demeure au niveau du hit. Nous avons aussi le Stella Club. Et puis après, il y a des clubs comme l'Asie d'Abengourou, la SOA, c'est-à-dire l'équipe militaire qui ont émergé par la suite. Nous avons aussi le WAC. Bref, nous avons quand même de grands clubs. D'accord, en résumé, voilà, voici les grands. En fait, il y a plusieurs grands clubs. Mais ceux qui sont vraiment connus sur la scène internationale, c'est l'ASEC, l'Africa, le Stella Club, le Stade d'Abidjan. Ça, c'est vraiment des clubs qui ont rayonné sur tout le continent africain à un moment donné. Mais une fois de plus, d'autres ont émergé et d'autres continuent à émerger. Voilà. Et pour soutenir justement les conditions des joueurs, la formation, y a-t-il des centres de formation renommés, réputés, reconnus dans le pays? Oui, ouais, en fait, nous avons des centres, nous avons énormément de centres. Nous avons énormément de centres, des centres de formation de footballeurs. Et généralement, ces centres-là, ils ont à leur sein 2 volets. Il y a un volet qui porte sur l'étude et puis l'autre volet porte sur le sport. En fait, on met plus précisément sur le football. Et bon, c'est parti dans les années, en fait, précisément, en février 1994, nous avons vu la création de l'académie de l'ASEC Mimosa, qu'on appelle SIFCOM également, parce que c'était parrainé par la maison de café cacao qu'on appelait SIFCOM. Donc, cette maison, sous la direction de Jean-Marc Guiraud, a donné l'appellation. Donc, c'est l'académie ASEC Mimosa SIFCOM. Donc, c'était la mère. En fait, tout est parti de là. Et puis, bon, après, il y a eu beaucoup de centres qui ont émergé. Mais depuis dans les années 94, nous sommes dans cette dynamique. Donc, après, bon, c'est venu, le deuxième, troisième sont venus dans les années 96, 99. Donc, aujourd'hui, on a énormément de centres de football. Et c'est d'ailleurs, il faut le préciser, c'est ce centre-là qui a donné beaucoup de grands joueurs talentueux, d'accord, dont je parle notamment de Kopa Barry, je parle de oui, Didier, en tout cas Didier, pas Didier Drogba, mais l'autre Didier. Et puis après, on a Bakary Baki et on a les frères Touré, Kolo et Yaya. Donc, et voilà, donc il y a
il y a énormément de joueurs qui sont venus de ce centre. Donc bref, en tout cas, il y a beaucoup de centres aujourd'hui. Et la force même du football ivoirien, ça part de ces centres. Aujourd'hui, à nos jours, presque tous les clubs, en fait, tous les grands clubs ivoiriens ont également leur centre de formation. Mais en plus de ces centres de formation, il faut le dire, il y a des clubs européens, notamment des clubs italiens, même français, qui ont allemands également, qui ont des centres délocalisés voilà, dans le pays. En fait, on ne va pas dire dans le pays, mais ils sont plus basés sur Abidjan. Mais sur le continent, on va plutôt dire. Parce que ces différents clubs, ces différents grands clubs européens ont des centres de formation à Dakar, à Bamako et à Abidjan. D'accord. Est-ce que ces clubs ont les moyens financiers de pourvoir à la bonne condition de vie des joueurs, aussi bien le matériel et le véhicule, le cadre de vie? D'accord. Vous parlez des clubs ou des centres de... Non, les clubs en tant que tel, non. Mais les centres de formation, oui, il n'y a pas trop de problème à ce niveau parce que soit c'est des centres privés, donc c'est les parents qui payent de l'argent. C'est des sommes quand même assez élevées. Hein. Je pense que voilà, il y a des anciens footballeurs. Il y a un ancien footballeur français qui a un centre de ce genre-là. Bon, je pense que c'est Copa. En fait, voilà, donc c'est quand même élevé. Donc à ce niveau, il n'y a pas trop de problème. Maintenant, le problème se situe au niveau des clubs. C'est vrai que la Fédération ivoirienne de football met à la disposition des clubs des subventions, voilà. Mais ce n'est pas très évident parce que je sais que bon, au début c'était 36 millions. En fait, dans ces 10 dernières années, il y a eu une progression. D'abord c'était 36 millions, après on est passé à 75 millions. Mais quoi qu'on dise, le championnat ivoirien coûte très cher. C'est quand même, ça va sur 20, 28 journées, 30 journées, donc ce n'est pas évident. D'accord. Il y a énormément de déplacements, il y a l'entretien des joueurs, il y a la logistique qu'il faut assurer derrière. Justement, en parlant des déplacements lors des matchs et des championnats, est-ce qu'ils ont vraiment les moyens? Non, en fait, il n'y a jamais les moyens, ce n'est pas qu'en matière de football. Mais en fait, le football coûte très cher et c'est pourquoi il faut voir le football sur un aspect de business. Tu vois, ça coûte énormément cher et c'est très paysan financièrement. Il y a des grands clubs qui s'en sortent. D'accord, voilà, comme je viens de citer, les clubs d'Abidjan et quelques clubs de l'intérieur qui sont soutenus par des grands sponsors, d'accord, tels qu'il y a une équipe de San Pedro dont j'ai oublié l'appellation, mais le club de San Pedro, en fait, le club phare de San Pedro est soutenu un peu par le port. Bref, eux, ils ont des sponsors, mais tous ceux qui n'ont pas de sponsors, la subvention de l'État ne suffit pas, pas de l'État, de la fédération ne suffit pas. Mais c'est vrai qu'on sait qu'en 2019, 2019, là, je pense que la fédération a mis à la disposition des clubs plus de 2 milliards. C'est vrai, c'est un grand pactole. Voilà, ça paraît gros, mais quand on répartit cela entre les clubs, c'est insignifiant et vu la charge, parce qu'aujourd'hui, c'est du football professionnel. Donc, ça veut dire que les footballeurs ont des contrats, ils ont des contrats de travail et ils sont payés mensuellement. Donc, cela pèse énormément. Et en plus de ces footballeurs, il y a un encadrement autour qu'il faut également payer. Et il faut payer tout ce qui est équipement de sport. D'accord. Donc, voilà, donc c'est vraiment lourd comme budget. Donc, les clubs, quelle que soit la bonne foi de la fédération, oui, également du président, c'est vrai ce que vous dites. Parce qu'il y a des clubs qui... Oui, je comprends aisément, mais il y a des clubs qui sont soutenus par les présidents. Donc, effectivement, mais ça ne peut pas, une seule personne ne peut pas. Donc, je veux dire, malgré la subvention de la Fédération ivoirienne du football, qui est de 115 millions par an, malgré la bonne foi des présidents du club, s'il n'y a pas de sponsor derrière, s'il n'y a pas de sponsoring derrière, ça ne prend pas. Mais il y a vous avez à l'intérieur, il y a quelques clubs qui appartiennent à la mairie. Donc, encore là, ça va. Mais le club qui repose que sur une personne ou sur un petit groupe de personnes, parce que disons qu'un club, c'est une association, c'est juste une association, c'est des personnes qui se mettent en place. En fait, très souvent, quoi. Voilà, donc c'est pas évident. Donc, c'est soit un petit groupe qui soutient le club, en plus de la subvention de la FIF, ou ça repose sur le président. Donc, en ce moment, ça devient très compliqué. Bon, maintenant, il y a des grands clubs comme l'Africa, disons l'ASEC, parce que l'ASEC a vraiment une politique qui marche dans ce sens-là. L'ASEC, l'Africa, bon, le Stade d'Abidjan, le Stella, club, bon, ils sont soutenus, ils ont quand même des sponsors derrière. Voilà. Donc, en tout cas, sans sponsoring, c'est très difficile. En fait, c'est très difficile pour le club. Et il arrive très souvent que les joueurs ne soient pas payés, qui n'est pas leur... Oui, c'est vrai, ça arrive. Justement, j'allais vous demander de nous éclairer un petit peu, parce que j'ai entendu dire que lors des transports, lors des championnats, les clubs mettaient pas toujours à disposition des bus pour se rendre justement au championnat et que certains joueurs n'étaient pas forcément rémunérés, n'avaient pas de prime de match ou n'étaient pas payés, peut-être qu'ils n'étaient pas sous contrat. Est-ce que vous pouvez nous dire nous dépeindre cette réalité-là aussi? Oui, c'est une réalité parce que quelle que soit la bonne foi des présidents du club, quelle que soit la bonne foi des dirigeants, si vous n'avez pas une surface financière large,
c'est pas possible. Vous voyez que vous avez une bonne foi, parce que généralement... C'est une réalité. Ah, c'est une réalité criarde, c'est vrai, c'est pas discutable. Voilà. Ça est là, la réalité est là. Mais on comprend, parce que ceux qui viennent dans le football, ils viennent par passion. Mais en dehors de la passion, maintenant, je vous ai dit, il faut que les moyens suivent après. Et si vous n'avez pas une surface financière, vous ne pouvez pas. Donc, pour le déplacement à l'intérieur, effectivement, pour les hébergements, pour le transport, même pour le transport, il y a quand même quelques structures, quelques clubs qui ont des cars adéquats, mais d'autres n'ont pas de cars. D'autres, ils procèdent par louage de cars. Ils louent des cars pour pouvoir se déplacer. Mais il y a quelques clubs quand même qui ont des cars. Donc, ce n'est pas très évident. Et puis, en plus, quand vous arrivez sur un site, dans le cadre du championnat, dans le cadre de la coupe, bon, il y a quand même il y a le logement qu'il faut prendre en charge. Et tout le monde, tous les clubs n'ont pas les moyens d'être logés à l'hôtel. Ça, c'est des réalités. Voilà. Donc, à défaut, l'hôtel, il faut vous référer à la commune, si la commune a une infrastructure d'accueil. Mais souvent, également, vous n'avez pas cette structure d'accueil dans toutes les communes de la Côte d'Ivoire, en fait, dans toutes les grandes villes. Donc, effectivement, ça arrive que les clubs aient des problèmes de déplacement, ça arrive que les clubs aient des problèmes de logement. Et ça joue fortement sur la mentalité des joueurs. Et donc, c'est pourquoi et les résultats suivent. Les clubs les mieux nantis, généralement, sont les clubs qui restent toujours leaders. C'est pourquoi vous allez toujours entendre on a toujours entendu parler de ces clubs-là, parce que c'est eux qui ont les moyens. Parce qu'un athlète, quand il n'est pas dans les conditions, bon, il ne peut pas produire de résultats. D'accord. Et pour les joueurs talentueux, qui ont des ambitions, est-ce qu'ils sont encadrés, qui veulent évoluer? Est-ce qu'ils sont encadrés au niveau national et à l'international, justement, pour pouvoir évoluer sur la sphère internationale? Oui, disons que ça c'est reconnu de tous, c'est que l'Afrique, c'est le berceau des talents, ainsi que le Brésil, d'accord? Pas au même titre, mais quand même, on sait que bon, on a un football très pur au niveau de l'Afrique. Donc, quand vous regardez le championnat français, le championnat italien, le championnat allemand, le championnat anglais, vous allez voir, voilà, qu'il y a beaucoup de joueurs africains. Donc, ça veut dire que l'Afrique a des talents. Maintenant, comment il faut faire pour que cela vienne en Europe, en fait, ou au Maghreb, ou au Moyen-Orient, dans les pays du Golfe? Je comprends que ça, c'est la problématique que vous posez. À ce niveau, il y a 3 couloirs, d'accord? Maintenant, il y a les 3 couloirs qui sont structurés. C'est-à-dire, on a des clubs, donc les gens, les joueurs peuvent aller, en fait, ils peuvent quitter la Côte d'Ivoire, puisque nous parlons... Directement. Pardon? Ils sont recrutés directement. Non, ils ne sont pas recrutés directement, on passe forcément par le club. Donc, en fait, voilà, on passe forcément par le club. Et souvent, le club aussi a un centre de formation à dessin. Le centre a un centre de formation. Le club vous forme, après vous jouez avec le club et après, permettez-moi l'expression, le club vous vend. D'accord? Et voilà, et donc, voilà, donc c'est l'expression, je parle de façon triviale, le club vous vend, donc c'est un peu ça. Donc ça c'est structuré. Après, on a les centres de formation. Les centres de formation, ils sont juste centres de formation. Donc, ils forment pour mettre à la disposition des clubs nationaux et des clubs internationaux. Donc, également, on peut passer par eux. En plus de cela, comme je vous avais dit tantôt, on a des clubs européens qui ont leur centre de formation déjà sur place. Et donc, eux aussi, ils peuvent directement puiser dans leur centre de formation. Donc, ça, c'est les trois formes structurées de recrutement. Mais en plus de ça, on a l'informel. C'est le problème que vous posez, c'est à ce niveau-là. Parce qu'il y a des gens qui ont du talent, d'accord, ils sont cooptés directement par un club maghrébin ou bien du Moyen-Orient ou européen. Donc, ils quittent la Côte d'Ivoire. D'accord? Donc, de leur propre initiative. Donc, quand ils viennent pour passer un test, en fait, un club ne vous recrute jamais sans passer un test. On fait un test, vous faites passer un test et vous passez des visites médicales. Donc, si ce n'est pas concluant, excusez-moi, vous restez sur le carreau. Donc, c'est un peu ça. Et on a... Ah, bien sûr, on a un grand nombre dans ce cas-là. Ça, c'est le premier cas. Et puis après, il y a un deuxième cas où maintenant, moi, je suis là, j'ai dit à telle personne, oui, venez, je suis dans le domaine du football. Et puis bon, la personne arrive, c'est pas ça. Donc, on a beaucoup de cas de ce genre-là, des gens qui se retrouvent au Maghreb, d'accord? Il y a des gens qui se retrouvent au Golfe, il y a des gens qui se retrouvent en Europe. Et donc, voilà, ils sortent du professionnel. Ils sortent du cadre professionnel pour se retrouver dans le cadre non professionnel. En fait, au lieu d'être des professionnels en football, ils deviennent des migrants clandestins. Donc, ce cas, effectivement, existe énormément. Voilà. L'élément qui fait partie de cette élection, un événement, c'est que c'est la candidature de Didier Drogba. Vous l'attestez?
Oui, oui, je l'atteste, c'est incontestable. En fait, ne pas l'attester, c'est se mentir, c'est se voiler la face. D'accord, Didier, on sait que c'est une icône. Didier, c'est une légende. Didier, c'est un ambassadeur de la Côte d'Ivoire, en dehors même du football. Mais grâce à Didier Drogba, on a connu, tout le monde connaît aujourd'hui la Côte d'Ivoire, que vous soyez en Europe, en Asie ou en Océanie, même en Océanie. Donc voilà, tout le monde connaît Didier Drogba, donc c'est une réalité. Donc grâce et puis avant cela, même au niveau national en Côte d'Ivoire, on ne mettait pas l'accent sur les élections de la Fédération ivoirienne de football. Pourquoi aujourd'hui on met l'accent? Parce qu'il y a une nouvelle tête, d'accord, qui est Didier Drogba. Donc voilà, sa tête se vend très cher. Donc c'est normal qu'il y ait voilà, je veux dire, c'est normal parce que Didier, c'est une étoile, comme on le dit, c'est une star. D'accord. Merci bien, Bakary. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Didier Drogba, donc au Pabaré, dit ceci. Adulé à Marseille, une légende à Chelsea, il a mis le public à ses pieds à Galatasaray, est une icône au pays en Côte d'Ivoire et ambassadeur dans le milieu du football à l'échelle internationale. Didier Drogba a une carrière prestigieuse qui ne pourrait que lustrer le football ivoirien et africain. En effet, dans son projet Renaissance, il développe en 8 points sa vision, sa mission, ses valeurs, ses objectifs, ses différents stratégiques et piliers du tissu de l'industrie économique du football et pour finir, la formation des joueurs. Comme il le dit lui-même, il veut faire de la Côte d'Ivoire une nation moderne du football africain. Qui est mieux placé pour présider cette fédération, dont Didier Drogba a la maîtrise du sujet et le connaît de l'intérieur? L'Étoile du Berger n'annonçait-elle pas la venue du Messie? À bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.